Alors, bonjour à toutes, à tous. Je suis Maître Clément Lucas, je suis accompagné de ma collègue, Maître Marie-Cécile Podéus. Bonjour. Alors, comme vous l'entendez tout de suite, sa voix est un petit peu plus éteinte qu'à l'habitude, mais le propos reste aussi excellent. Donc, ce soir, nous avons prévu de vous entretenir d'un sujet d'actualité, d'un sujet dont on parle beaucoup. Tout le monde veut aller dans cette direction, mais sans nécessairement savoir comment faire. La médiation, l'entente, le règlement des litiges et plus spécifiquement la médiation en copropriété. Alors, vaste sujet, mais on va essayer de vous en parler pendant une petite demi-heure avant de prendre vos questions. Apprendre à résoudre les conflits au sein de la copropriété par le biais de la médiation. Voici le sujet de tout de suite. Alors, dans un premier temps, beaucoup de gens parlent de litiges, mais peu savent que la plupart des litiges se règlent. Alors, oui, on a des litiges, oui, on a des conflits avec ses voisins, avec ses copropriétaires, on a des conflits au sein du conseil d'administration, mais ultimement, ce qu'on voit, nous, comme avocats, avocates, c'est que ces litiges, la plupart du temps, finissent par se régler, parfois par des chemins détournés, des chemins longs, mais le règlement est bien souvent à la clé. Il y a peu de dossiers qui se rendent in fine devant la cour et qui donnent lieu à des jugements. Donc le règlement, c'est dans la nature du Québec, de la société québécoise. Il y a beaucoup de dossiers qui se règlent et la médiation est un bon véhicule pour régler. Alors qu'est-ce que c'est la médiation? Peut-être mettre la table. La médiation, c'est régler, mais régler avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est un tiers indépendant, qui peut être un notaire, qui peut être un avocat, qui peut être spécialisé en copropriété ou ne pas être spécialisé en copropriété, mais qui va aider les parties à trouver leur entente, qui va aider les parties à chercher des solutions à leur litige. Donc, finalement, il aide les intervenants à faire naître un règlement total ou partiel. Ça se distingue et on en traite un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui, de l'arbitrage. Marie-Cécile est médiatrice et également arbitre. Je suis médiateur et également arbitre. Quand on enfile notre costume d'arbitre, le rôle est complètement différent. On est toujours un tiers. On aide dans une certaine mesure à régler le différend, mais en fait, on le tranche. On décide du différend, on décide du litige en fonction des règles applicables. Donc, ce ne sera pas les parties qui vont nous diriger vers la solution, c'est nous qui allons imposer la solution en fonction des règles de droit applicables. Donc, c'est pas du tout le même exercice. C'est un petit peu l'équivalent du rôle, avec beaucoup d'égards, du rôle d'un juge, de trancher le litige. Donc, c'est pas ça dont on va parler tout de suite. On va écarter ça. On veut vous parler du règlement des litiges comme tel. Alors, la première chose à se demander lorsqu'on veut aller vers l'exercice de la médiation, est-ce que c'est le bon moment? Hein? Est-ce que on est mûr comme partie pour s'asseoir? Ça veut pas dire qu'on sait d'avance comment on veut régler le litige, mais on est prêt à envisager de réfléchir à régler le litige. Alors, quand, euh, quand est-ce que c'est le bon moment? C'est un peu la première question à se poser parce que sinon, ça sert un petit peu à rien de faire l'exercice. Euh, Ce qu'on peut d'abord dire, je crois, c'est regarder le contrat qui nous lie. En copropriété, le contrat qui nous lie, c'est la déclaration de copropriété. Alors, on peut commencer par lire ce document pour voir quand ça va être le bon moment. Souvent, la déclaration de copropriété va vous dire s'il y a un litige qui survient, la première étape est une séance de médiation. Donc, le quand, en fait, ça va peut-être être le moment où on va appeler le médiateur, mais c'est certain qu'on va devoir faire affaire à un médiateur parce qu'on ne pourra pas, si on lit le contrat, s'adresser à la cour ou à l'arbitre s'il y a une clause d'arbitrage. Donc déjà, regardez le contrat qui nous lie, regardez les documents qui nous lient, voir s'il existe une clause, si autrement dit la médiation est obligatoire ou pas. Je peux peut-être intervenir, tant que ma voix le permet, Clément. Oui, oui.
sur ces fameuses clauses qui sont dans les déclarations de copropriété parce qu'elles sont insérées dans ces déclarations-là de façon assez standard depuis 2016. Ils ont été instaurés par le modèle type de la Chambre des notaires. Ils sont souvent très méconnus, en fait, tant par les praticiens du droit que, évidemment, les syndicats de copropriété, les administrateurs ou les copropriétaires. Donc, ces clauses-là se retrouvent à la fin de la partie 1 de la déclaration de copropriété, dans toutes les dernières clauses, là, juste à la fin de la partie 1. Et ce sont des clauses donc qui existent. Si vous avez une déclaration de copropriété qui date des années 2016 et après, vous avez très certainement une version quelconque de ces clauses-là. Alors, je vous invite tous et chacun donc de faire l'exercice d'aller voir ce qui existe dans votre déclaration de copropriété dans un premier temps. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas aussi l'existence d'une clause, c'est une chose, mais le fait qu'il n'y ait pas de clause n'empêche pas non plus d'envisager l'exercice. C'est pas parce que on n'a pas d'avance prévu qu'en cas de litige, on allait aller en médiation qu'on peut pas se rendre compte que l'argent serait peut-être mieux investi en essayant de consacrer du temps à régler le litige plutôt qu'à mandater avocates et avocats pour se répondre missive après missive. Donc, la clause est importante, mais l'absence de clause, n'est pas non plus un obstacle à ce que ça se tienne. L'autre élément, c'est l'évolution du litige. Au début, les parties sont très campées sur leur position. Elles pensent avoir raison sur toute la ligne. Elles ne voient pas nécessairement les failles, les parts d'ombre dans leur dossier. Elles sont convaincues de leur cause. Elles ont encore investi peu d'argent en termes d'honoraires pour, par exemple, mandater un avocat pour envoyer une mise en demeure ou mandater un avocat pour répondre à la mise en demeure. On est peut-être sur le point de mandater un expert si on a besoin d'un expert. Donc, je dirais la dépense financière, l'investissement financier n'est pas encore très important. Et puis surtout, on est dans un cadre qui est non judiciaire. On n'est pas encore rendu à la cour, donc on n'a pas ouvert de dossier de cour. On n'a pas encore eu les interrogatoires préalables, qui sont toujours une petite souffrance pour les parties. On n'a pas reçu les arguments nécessairement complets de la partie adverse. Donc, on ne voit pas encore à quel point son dossier n'est pas forcément le meilleur dossier, qu'il y a toujours, comme dans toutes les histoires, une part d'ombre, une zone de gris. Rien n'est jamais parfait à 100%. Donc là, les parties s'aperçoivent pas forcément au début, c'est le début du litige, peut-être pas forcément le moment pour envisager une médiation. Le moment peut-être le plus approprié, c'est quand on est au milieu du chemin, quand on est à une étape, quand on s'apprête à dépenser, par exemple, des sommes importantes en termes d'honoraires pour, par exemple, instituer l'action. Là, c'est peut-être un moment de s'asseoir, de réfléchir, d'envisager avec son avocat ou sans son avocat les pardons, puis de questionner aussi son conseiller juridique en lui disant, mais si vous étiez l'avocat du diable, qu'est-ce que vous diriez de mon dossier? Moi, c'est une question qu'on me pose fréquemment ou que je formule naturellement au client en disant, je me fais l'avocat du diable un instant, mais voici votre dossier, attention, il y a ça, ça, ça. Il me semble, ça fait partie du conseil que devrait donner un avocat avant d'engager une partie dans un litige. Alors, il faut que les parties soient mûres en quelque sorte pour s'asseoir et commencer l'exercice de médiation, parce que sinon, elles n'ont rien à perdre à continuer l'exercice. C'est un peu le problème. Et d'ailleurs, je pense que Marie-Cécile, récemment encore, a assisté à un colloque sur le sujet où elle se faisait expliquer que la plupart des litiges ont un taux de succès de règlement élevé plus on approche du procès, voire la journée même du procès. Oui. Et ça veut dire que oui, il y a l'enjeu, oui, il y a la cour, oui, on sait qu'il y a une pression importante qui est liée à ça, mais aussi il y a beaucoup d'épuisement financier qui est lié à ça. Se rendre à procès, c'est beaucoup d'argent. Alors il y a cet aspect-là. Il y a aussi avoir tous les joueurs autour de la table. Parce que des fois, dans une histoire, bon, j'ai acheté avec un bien affecté de vice caché, je poursuis mon vendeur, mais celui qui m'a vendu va dire, mais ça ne date pas de moi, ça date d'encore avant.
Donc, il y a une démarche à faire à l'égard du précédent vendeur, peut-être une démarche à faire à l'égard du promoteur d'origine. Une fois que toutes ces parties-là ont été mises en cause, bien informées, bien avisées des enjeux, là, on est aussi mûr pour s'asseoir. Un, parce qu'on a beaucoup plus de capacité de règlement, par exemple financière. Plus il y a de joueurs, plus il y a de capacité financière pour un règlement ou de capacité d'engagement. Ça peut être plein de choses, un règlement. C'est pas forcément de l'argent. Et puis, deux, ça évite les arguments du genre, c'est pas moi, c'est l'autre. On est tous autour de la table. Alors, le c'est pas moi, c'est l'autre, au bout d'un moment, bah, c'est bien beau, mais c'est pas très constructif. Donc, il faut qu'il y ait tous les joueurs autour de la table aussi. Ça, c'est, je crois, important. Après, il y a aussi un petit détail important, mais ça a quand même, son rôle à jouer. Il faut que peut-être les parties aient commencé un petit peu à échanger, à se parler, à élaborer des solutions. Parce que si on arrive, par exemple, devant le médiateur, Marie-Cécile, moi ou un autre, et que chacun nous raconte son histoire, on va expliquer un petit peu comment ça se passe, mais souvent ça débute comme ça, chacun raconte son histoire, et qu'on dit, aidez-nous à trouver une solution, le médiateur, il pourra envisager des choses, il pourra réfléchir, mais il faut aussi que les parties y mettent du sien, y mettent du leur. Il faut qu'elles apportent de l'eau au moulin, qu'elles aient déjà un petit peu réfléchi, qu'elles aient déjà un petit peu fait leur lit en quelque sorte, en échafaudant des solutions. Alors des fois, ça a l'intérêt que les avocats ou les parties elles-mêmes commencent à se parler, commencent à discuter, commencent à voir qu'est-ce qui pourrait permettre d'aboutir. Et le médiateur va être là pour concrétiser l'essai, pour faire en sorte qu'on arrive au bout de la ligne et qu'on franchisse la ligne. C'est un peu en fait la définition même de la médiation qui implique que les parties soient au même niveau dans une intention de vouloir régler leur litige. Parce que s'il y en a une qui veut le régler, puis l'autre ne veut pas, n'est pas encore rendu à ce stade de cheminement-là, la médiation va très certainement aboutir malheureusement vers un échec parce que les parties doivent avoir une ouverture et doivent pouvoir envisager des pistes de solution. Donc, si on a des parties qui ne sont pas volontaires d'être là et dans un esprit de trouver des pistes de solution, on n'arrivera très certainement pas à un succès ou un succès total. Et je fais le lien un peu avec, et tu vas très certainement nous en parler, Clément, des nouvelles lois qui nous obligent, dans certains cas, à aller en médiation et qui rend un peu la médiation obligatoire. Chose que je trouve un petit peu illogique de mettre médiation et obligatoire un à côté de l'autre, parce que l'essence même de la médiation nécessite une volonté individuelle de vouloir le régler et de vouloir travailler sur des pistes de solutions qui sont des solutions qui peuvent être excessivement vastes et qui sont, dans bien des cas, des solutions que les tribunaux ne pourraient pas nous amener. Alors, quand on a un litige en copropriété, la Cour, elle va déterminer qui a raison, qui a tort, et elle va appliquer éventuellement les sanctions prévues à la déclaration de copropriété. Mais dans les pistes de solutions que les parties peuvent trouver en médiation, elles peuvent trouver des solutions que la Cour ne peut pas amener, puisque la Cour doit trancher qui a tort et qui a raison. Donc, c'est l'éventail de ces pistes de solutions qui doit être considéré et qui nécessite donc une volonté des parties. Maintenant, tout le monde croit à la médiation, c'est dans l'air du temps, et on y croit tellement, le gouvernement inclus, qu'il veut définitivement, et c'est ce qu'on voit, la tendance est là, forcer, encore là, c'est un terme que j'aime pas avec la médiation, mais forcer les parties qui sont impliquées dans des litiges à participer à des séances de médiation et du moins à entrevoir les possibilités de s'entendre de façon obligatoire. Je pense que tu voulais aborder la question des lois à cet égard.
Ben oui, pour ceux qui auraient suivi un petit peu ça, effectivement, il y a eu une réforme du Code de procédure civile récente qui a concerné toute la procédure en général, en disant dans un premier temps, si vous avez participé à un exercice de médiation qui n'a pas abouti par définition et que vous vous rendez à la cour, votre dossier sera traité par priorité. Donc, avantage à ceux qui ont essayé. Bon. Deuxième chose, pour ce qui est de la Cour du Québec à proprement parler, dans la compétence s'étend jusqu'à 100 000 $, donc c'est quand même une compétence assez large sur des demandes qui sont de nature monétaire. On dit il y aura plusieurs étapes à franchir, plusieurs étapes de procédure à faire. Chacun va faire son lit, donner ses arguments, dire ce qu'il envisage de faire dans le dossier de procédure, interroger, etc. Et avant que tout cela se fasse, avant qu'on dépense de l'argent dans toutes ces étapes-là éventuellement, ben on va se diriger vers une conférence de règlement à l'amiable qui est une forme de médiation, mais par le biais de la Cour, qui est présidé par un juge qui enfile la casquette de médiateur ou de médiatrice le temps de cette séance-là. Et on dit que tous les dossiers doivent en quelque sorte passer par ça, à moins de, donc il y a un certain nombre d'exceptions, à moins que vous l'ayez déjà fait par exemple, parce que on va pas refaire 2 fois l'exercice, ou à moins que vous jugiez que c'est pas utile dans les circonstances. Mais ça veut dire qu'un gros nombre de dossiers se voient forcés en quelque sorte de participer à la médiation, et c'est pas un exercice volontaire de dire oui je le veux, c'est un exercice donc oui bon d'accord. En gros c'est ça, donc ça part mal un petit peu, parce que nous, dans la pratique privée, c'est complètement différent. Les gens veulent s'adresser au médiateur, choisissent le médiateur, la médiatrice, signent la convention en toute connaissance de cause. Donc, il y a plusieurs démarches à accomplir pour marquer son accord, ce qui est un peu le contraire de cette procédure-là. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens, en l'essayant, vont l'adopter? C'est un peu le pari que fait le gouvernement avec ce projet de loi. Est-ce que ça va marcher? On verra bien. Le taux actuel de succès de ce type de médiation, c'était autour de 80%. Est-ce que ce taux de succès va chuter parce qu'il y aura plus de participants qui n'auront pas forcément l'esprit de participer à l'exercice? C'est possible. Alors, contraindre l'exercice de médiation, c'est pas nécessairement la chose à faire. Donc, on verra bien à l'usage que ça va donner. Alors maintenant, une fois qu'on veut le faire, qu'on est incité à le faire, comment choisir son médiateur ou sa médiatrice? Il y a plein de critères, des critères qui sont objectifs et des critères qui sont complètement subjectifs. Des critères objectifs, ça peut être de dire, bon, quelqu'un qui a une certaine expérience, un certain âge, c'est pas sa première année de barreau, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est sur le bord de la retraite, puis c'est un petit peu plus difficile d'être connecté parfois à l'ère du temps. Donc, quelqu'un peut-être entre les deux. Alors, parfait, ça peut être un choix. Ça peut être aussi tout simplement une forme d'expérience, de spécialité. On va choisir quelqu'un qui sait ce que c'est que la copropriété, plutôt que quelqu'un qui fait de tout, du familial, du civil en général, et puis parfois de la copropriété. Ça peut être utile parce que lui peut arriver avec des solutions un petit peu plus élaborées ou va pouvoir vous dire, ben ça marchera pas en pratique. C'est bien beau là ce que vous dites, mais dans la vraie vie, une fois qu'on aura signé l'entente, demain matin, ça fonctionnerait pas. Croyez-en mon expérience, ça marchera pas. Donc, il peut aussi apporter cet aspect-là. Ça peut être aussi simplement le feeling. Je veux dire, quelqu'un peut appeler puis préférer Marie-Cécile ou quelqu'un peut appeler puis préférer Clément parce que tout simplement, une attitude, une façon d'aborder le sujet, une façon de comprendre rapidement le dossier. Euh, et puis, ça peut être aussi le feeling en se mettant dans les souliers de l'autre partie. Pour lui, il va être bon là, parce que lui, il va contrôler l'autre là. Ou lui, il va être bon parce que je le vois bien, ça va fitter avec le profil de la partie adverse. Vous voyez, ce genre de raisonnement aussi peut être pertinent parce que vous voulez régler. Donc, vous voulez pas régler avec vous-même, vous voulez régler avec l'autre. Donc, il faut prendre en compte l'autre. Déjà, dans le choix de votre médiateur, il faut vous dire, comment ça va se passer? Est-ce que ça va marcher? Je veux que ça marche. Donc, c'est lui ou elle que je choisis parce que je veux que ça marche
avec celui avec lequel je veux régler. Se placer un petit instant, et puis ça va être beaucoup ça l'exercice dans les souliers de l'autre. Alors ça commence aussi dans le choix du médiateur. Après, il y a des questions aussi basiques que combien il coûte, le taux applicable, la disponibilité. Est-ce qu'il a du temps pour le faire maintenant? Est-ce qu'il peut se déplacer? On est à Québec, il est à Montréal. Est-ce qu'on peut faire ça en virtuel, pas en virtuel? Est-ce qu'il est à l'aise dans les deux langues? Toutes sortes de paramètres que vous pouvez considérer. Un élément important aussi, c'est l'accréditation. Parce que médiateur, si on veut agir comme médiateur et si les parties nous le demandent, on peut le faire. C'est tout à fait possible. Vous pouvez demander à votre belle-sœur d'agir comme médiatrice dans vos problèmes familiaux. Puis elle va vous trouver une belle entente, puis vous allez signer ou vous allez vous serrer la main, puis vous aurez conclu votre entente. Par contre, les médiateurs accrédités, comme sont par exemple Marie-Cécile et moi, ça suppose une expérience, être membre d'un ordre et une formation, à la fois de base et à la fois continue. Donc l'accréditation est gage quand même de formation à l'exercice de la médiation. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des structures à respecter. C'est pas simplement asseoir les gens autour d'une table avec un petit café et leur dire bon, comment va la vie? Non, c'est d'amener les gens à expliquer leur histoire, à comprendre l'histoire de l'autre, à commencer à voir en quoi leur position n'est pas forcément celle qu'ils pensent, et puis à essayer de réfléchir aux solutions pour aboutir à un règlement. Donc il y a un travail qui se fait étape par étape, et il faut être vigilant, il faut être attentif pour rattraper les parties, pour pas que ça s'échappe, pour concentrer le débat, pour faire aboutir une fois qu'on s'est dit qu'on veut régler, et d'aller dans le détail, s'assurer que ça soit clair, parce que c'est bien beau les entendre, mais il faut qu'elles soient lisibles, applicables, compréhensibles. Je voudrais rebondir un petit peu sur la spécialité en copropriété, puis sur le rôle du médiateur dans un dossier de copropriété particulièrement. La copropriété, c'est un monde bien particulier. Alors, en médiation, on a souvent un conseil d'administration qui est là. Il est souvent pas là au complet. Donc, on a un ou deux représentants là, qui ont la charge de représenter le reste du conseil d'administration. Des fois, on a un gestionnaire qui est là. On a un copropriétaire qui se sent tout seul, qui se fait accompagner de son conjoint, de sa conjointe. Donc, il y a déjà au départ toutes sortes de précautions à prendre, à savoir si le conseil est bel et bien mandaté. Quel genre de mandat le conseil il a? Qu'est-ce que le conseil peut effectivement régler autour d'une table? Alors, en copropriété, vous le savez, il y a un partage de compétences qui est assez bien délimité dans la loi et dans votre déclaration de copropriété. Alors, le conseil ne peut pas tout seul faire toutes sortes de propositions et régler des dossiers. Donc, si vous avez à la table un médiateur qui n'est pas au fait des particularités d'un dossier de copropriété, il se peut très bien, et tu l'as abordé rapidement, qu'on arrive à une solution qui, dans les faits, n'est pas exécutable ou qui va nécessiter une étape supplémentaire qui va être celle de la ratification de l'Assemblée des copropriétaires, par exemple, d'une décision qui est prise. Alors, c'est aussi de motiver de la part des parties, de les accompagner dans des recherches de solutions qui sont réalistes et exécutables. Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, des travaux, aussi simples que des travaux à faire, ben, il faut savoir qu'est-ce que sont les parties communes, qu'est-ce que sont les participatifs, quel est le genre d'autorisation qui est requise de l'Assemblée pour aboutir à ça. Les pourcentages de copropriété, c'est pas un bar ouvert. Il y a plein de paramètres, effectivement, qu'il faut connaître pour que le règlement soit exécutoire, que si on cherche à le faire respecter, la Cour va pas nous dire, ça aussi c'est une possibilité, ben non, votre règlement, il est contraire à telle disposition et donc il n'est pas applicable et donc votre entente n'a pas d'effet. Donc il faut effectivement que le médiateur ou la médiatrice ait cette qualification-là, ces réflexes-là comme tel. Il peut y avoir, mais c'est quand même assez rare en copropriété, plusieurs médiateurs. Je dirais que avec le dossier de copropriété, c'est quand même rare qu'on soit contraint de faire affaire avec plusieurs médiateurs. En général, ça va être
un seul intervenant. Et en général, ça prend peut-être une journée, grand maximum. C'est très rare les médiations qui s'étalent sur 2-3 jours. Par contre, il n'est pas du tout exclu de faire des médiations par étapes. On va commencer par régler ce premier pan du litige et puis garder le reste pour plus tard ou voir comment est exécutée la première partie de ce règlement pour ensuite aborder la seconde, ou aussi dire, bon, on a été capable de régler cet aspect du litige, le reste n'est pas réglé, allons-nous-en à la cour ou devant l'arbitre pour régler la balance, ce qu'on n'a pas été capable de régler comme tel. Alors, maintenant, l'autre gros avantage de la médiation, c'est aussi la confidentialité. Tout le processus qui est exécuté est, on l'a dit, volontaire, hein, volontaire, assisté ou pas comme tel, mais aussi confidentiel. Tout ce qui se discute dans le cadre de la médiation ne pourra pas sortir de la médiation, ça ne pourra pas faire l'objet de témoignages à la cour, ça ne pourra pas faire l'objet d'écrits qui vont ensuite être utilisés pour être opposés à la partie adverse. Et l'entente elle-même peut avoir certains aspects en tout ou partie confidentiels. Donc, là encore, c'est très important d'avoir à l'esprit ce paramètre qui peut être très important pour une partie. Je pense à un promoteur immobilier, je pense à un syndicat de copropriété qui règle avec tel copropriétaire. Il ne veut pas que ce règlement avec tel copropriétaire crée un effet d'entraînement et que tous les copropriétaires se mettent à réclamer exactement la même chose. Ça peut être aussi un enjeu. Donc, plein de paramètres peuvent amener les parties à considérer la confidentialité. En tout cas, la médiation, par essence, est confidentielle. L'entente qui aboutit en bout de ligne au processus de médiation, à l'issue du processus de médiation, peut l'être ou non comme tel. Quels sont maintenant les coûts associés à une médiation en copropriété? Combien ça coûte concrètement? Avant de rentrer sur la question des tarifs, d'abord dire que, en général, les parties se partagent les frais de médiation à parts égales. On est 3, on se divise la facture en 3. On est 2, on se divise la facture en 2. Pour un syndicat de copropriété, la plupart du temps, ces frais-là sont assumés par la collectivité comme des frais légaux. Et pour certains copropriétaires, parfois, les frais légaux sont couverts par des assurances juridiques. Donc, il peut y avoir un intérêt aussi à regarder du côté de ces polices d'assurance. Ça peut être utile de voir si, par exemple, les frais de l'avocat qui assistent au cours de la médiation sont couverts ou non par cette assurance juridique. La médiation privée, à l'inverse de la médiation par le biais de la cour, conférence de règlement à l'amiable, c'est payant. Bon, certes, mais pour pouvoir faire une conférence de règlement à l'amiable, il faut d'abord avoir un litige d'instituer. Donc, vous payez en quelque sorte pour instituer votre litige. Donc, avant de vous dire combien ça coûte, en tout cas pour en général, faut considérer le fait que se dire je vais faire un litige pour ensuite aller en conférence de règlement à l'amiable pour que ça me coûte rien, c'est un peu un raisonnement à l'envers qui ne marche pas vraiment comme tel. Les tarifs, c'est les tarifs des avocats ou avocates qui exercent dans ce domaine-là. Il existe des regroupements de médiateurs. Pour ne pas le nommer, le Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété dont fait partie Marie-Cécile et d'autres, qui lui a fait l'exercice, le travail de fournir un taux unique applicable qui, pour certains des avocats, est un taux plus faible que celui qu'ils utilisent dans le cadre de leur dossier régulier, donc de façon à rendre accessible ce service. Alors, Marie-Cécile, le taux du CEMAC, le taux horaire, 285 $. 285 $. Alors, une séance de médiation, comme je vous disais, c'est à peu près une demi-journée, une journée, donc 5 à 6 heures. Donc, vous voyez à peu près le budget que ça représente. Ça divisé par 2, c'est très clairement plus cher que de prendre une procédure à la cour comme Moins telle. cher. Excusez, clairement moins cher, fatigué, fin de journée, clairement moins cher que de prendre une procédure à la cour. Donc, un avantage aussi important. Vous pouvez être accompagné d'un avocat ou non.
Mais évidemment, il y a des frais qui se rajoutent, qui sont les frais de l'avocat que chaque partie assume de son côté, en plus des frais du médiateur comme tel. Maintenant, les étapes. On va peut-être avancer sur le programme. Oui. Les étapes, ça commence par la volonté d'y aller. Oui, ou l'obligation volontaire d'y participer. Ça se poursuit par le choix du médiateur. Une fois que ce choix est fait, la signature d'une convention de médiation qui va définir les paramètres, taux horaire, les règles applicables, souvent un acompte qui accompagne la signature de cette convention, et ensuite définir un lieu, un moment. Donc le lieu, est-ce que ça va être dans un bureau d'avocat, est-ce que ça va être sur place à l'immeuble, est-ce que ça va être Ça dans peut être en virtuel aussi. salle neutre, Mhm. dans une salle en virtuel. Des fois, ça peut être certaines parties en virtuel, certaines parties en présence. Ça va être aussi choisir les participants. Donc, comme disait Marie-Cécile, est-ce que c'est le copropriétaire tout seul ou le copropriétaire et sa conjointe, son conjoint, le copropriétaire et son papa, sa maman, par exemple, les membres du conseil d'administration, qui ça va être? Est-ce que ça va être un seul? Est-ce que ça va être les trois? Est-ce que le gestionnaire va être à côté? Est-ce que les avocats vont être présents? Ça va être aussi de déterminer si on fait des séances de pré-médiation. Le médiateur, la médiatrice peut choisir de contacter les parties à part pour essayer d'évaluer un petit peu c'est quoi leur position, c'est quoi leurs attentes, sans que l'autre partie soit présente, de manière confidentielle totalement, de façon à être prêt Définir, en fait, le jour dit. surtout définir qu'est-ce qui va faire l'objet de la médiation. Moi, je dis souvent qu'une médiation, ce n'est pas une thérapie. Hein. Donc, on ne vient pas en médiation en disant, ben, tant qu'à être là, on va régler toutes sortes de problèmes. Donc, c'est important que quand on s'embarque dans le processus de médiation et quand on arrive à la journée de la médiation, toutes les parties soient bien fixées quant à l'ordre du jour et les points qui vont être traités lors de la médiation. C'est pour ça que les séances de prémédiation sont souvent très bénéfiques parce qu'on peut s'adresser à chacune des parties pour, d'une part, leur rappeler ou leur indiquer quel est le rôle du médiateur. Alors, le médiateur, vous n'avez pas besoin de le convaincre de votre position, mais il ne va pas décider. Il va vraiment vous accompagner dans la recherche de solutions. Donc, on définit quel est le rôle de chacun, quels sont les problèmes qui vont être traités, combien de temps on prévoit pour régler ce problème-là, quand est-ce qu'elle va se tenir, la médiation, parce qu'en copropriété, on a souvent aussi le défi de la disponibilité des intervenants. Alors, souvent en copropriété, les administrateurs, les copropriétaires, mais ils ont d'autres travails dans la vie que de s'occuper de leur copropriété. Alors, on se retrouve des fois avec des médiations en fin de journée ou en soirée parce que c'est le moment qui convient à tout le monde pour pouvoir gérer adéquatement. Donc, on détermine tout ça et on favorise immédiatement chacune des parties à essayer de penser à des pistes de solutions qui pourraient amener un déblocage là, de l'impasse dans laquelle ils sont. Alors, il faut que le travail commence avant la séance de médiation. Donc, l'objectif d'une prémédiation, c'est d'aller mettre la petite graine là, dans la tête des participants pour que le travail de réflexion se fasse. Déjà voir avec eux certaines options, si certaines options sont des possibilités, s'ils ont déjà pensé à telle ou telle chose, pour permettre vraiment une médiation efficace le jour venu. Ben, je donne un exemple. J'avais un dossier il y a quelques années où j'agissais pour une partie. C'était un problème de vice de construction, une propriété mal construite et des déficiences à cet égard. Et on est allé en conférence de règlement à l'amiable. Donc, on a fait une médiation, mais avec l'aide d'un juge. Et ça s'est fait, je dirais, euh, là, sur le fait. Il n'y a pas eu de préparation nécessairement avec l'autre partie, pas de rencontre nécessairement avec l'autre partie. Et donc, on commence à discuter de ça, on commence à discuter d'estimation, de coûts, et on n'avait pas ces coûts-là en main, on n'avait pas cette information disponible en main. Il y avait des choses qui sortaient un petit peu par surprise sur les déficiences en question. Quand on s'est rendu sur place, on a fait une visite des lieux. Et puis, c'est rajouté en cours de processus, et là, j'avais envie juste
de prendre mes clics et mes claques et repartir. Un conflit qui était dans le couple, là, qui avait acheté, qui étaient mes deux clients. Alors, je me retrouvais avec un conflit dans le conflit. J'ai dit, je vais jamais y arriver. Ils commencent à pas s'entendre entre eux. Et puis, je comprends que finalement, ils en ont un petit peu marre de vivre ensemble tous les deux, là. Donc, c'est ça l'histoire. Comment on a fini par régler? Ben, comme un coup de miracle, à un moment en fin de journée, le promoteur vous dit, vous savez quoi, je vous rachète. Je dis, c'est parfait, on rachète, chacun vend, les deux vont se séparer, ils vont partir chacun de leur côté. Alors, j'avais réglé les deux litiges dans un seul, et c'était un litige où on réclamait de l'argent, et ça s'est soldé par une revente de la propriété. Alors, c'est pour illustrer une chose. Un, la préparation est importante, parce que tout ça, on aurait pu en discuter bien avant, et on aurait probablement été beaucoup plus efficace. On aurait pu arriver avec des évaluations monétaires des déficiences, on aurait pu arriver avec des évaluations de la propriété comme telle, et aussi une illustration que ce qu'on a fait là en médiation, jamais la Cour aurait été capable de faire ça. On réclamait de l'argent. Jamais la Cour n'aurait ordonné le rachat de la propriété par l'autre partie. Ça ne se serait pas fait tout simplement en Cour du Québec devant laquelle on était. Donc, la prémédiation, c'est intéressant parce que les parties pourront aller chercher leurs renseignements, faire leur vérification, aller obtenir l'information qui supporte la solution qu'ils vont ensuite échafauder ou proposer à l'autre partie. Ensuite, les séances, comme je disais, souvent une séance, une demi-journée, une journée. Ça peut être plusieurs séances si nécessaire, s'il y a des vérifications à faire. Par exemple, en cours de processus, on s'aperçoit qu'il faut aller chercher l'autorisation de l'Assemblée. On pourrait envisager qu'on aille consulter l'Assemblée des copropriétaires sur tel aspect du litige. Bon, c'est un peu délicat parce qu'on est en cours de processus, mais ce ne serait pas exclu de le faire si toutes les parties sont d'accord. Ça peut être un règlement qui est partiel ou total, je l'ai déjà mentionné, puis ensuite il y a la rédaction du document de règlement. Bien important. C'est très important. C'est très important parce que souvent on arrive en fin de journée et là tout le monde est épuisé, il y a de l'épuisement, il y a de l'énergie qui a été mise dans le processus. Et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être commencer à rédiger le document de règlement. C'est pas forcément la bonne façon de faire. Normalement, quand on est assisté avec des avocats, avocates, peut-être que les avocats, avocates auront anticipé puis commencé à rédiger une trame de document de règlement de façon à ce qu'on arrive à la fin de l'exercice, ce soit beaucoup plus simple, qu'on ne s'enfarge pas dans des détails et qu'on se concentre sur l'essentiel. Et ce document de règlement, évidemment, doit être compréhensible, lisible, exécutoire, pour qu'ensuite, éventuellement, s'il n'est pas respecté, il puisse être homologué par le tribunal, de façon à avoir la même valeur qu'un jugement. Donc, en bout de ligne, si ça n'est pas respecté, il y a des moyens de contraindre la partie qui est signée à respecter cette entente. Alors voilà, pendant le processus, il peut y avoir beaucoup de techniques aussi. Parfois, il y a certains médiateurs qui utilisent des tableaux pour verbaliser les points sur lesquels on s'entend. Il y a des possibilités aussi d'enregistrer parfois à un moment donné quand on veut consigner les éléments de l'entente, puis qu'on veut faire une entente un petit peu plus tard. J'ai déjà vu des médiateurs ou médiatrices faire ça. On est fatigué, c'est fin de journée, mais on veut tout mettre, tout coucher dans un document. On va faire un enregistrement et le document de transaction suivra plus tard. Ça peut être une technique aussi. Comme tel, il peut y avoir aussi des possibilités pendant le processus de faire des appels, en notant que la confidentialité soit respectée, mais faire des appels pour aller consulter, pour vérifier sa base en quelque sorte, pour se faire dire si on n'est pas dans le champ. Par exemple, 2 membres du conseil d'administration qui ont signé un engagement de confidentialité, qui restent en arrière, puis un qui va au front, et qui, à un moment donné, au moment clé, va dire je vais passer un appel pour vérifier avec les 2 autres membres s'ils sont d'accord avec moi, puis qui revient, dit parfait, on peut régler sur ces bases. J'ai déjà vu des appels aussi à des experts ou des entrepreneurs pour vérifier la faisabilité d'une solution qui est envisagée par les parties. Donc ça peut se faire aussi. Le médiateur, médiatrice peut aussi prendre les parties à part et ça va souvent faire partie du processus. En plénière au début, chacun exprime sa position, chacun exprime ses besoins.
Puis ensuite, on va dans des caucus, des petites salles. Et là, le rôle du médiateur va être à la fois d'écouter, mais aussi de diriger et d'orienter les parties le moment venu, puis faire peut-être des allées-venues, des navettes, parce qu'à un moment donné, les parties sont plus capables de se parler, et c'est Ou lui de qui se va voir. faire, ou de se voir, et c'est lui qui va faire cette navette diplomatique, là, comme ça arrive quelquefois. Alors, quels types de conflits peuvent être résolus par la médiation en copropriété? Ben, c'est Tout. sky is the limit, comme disent les Anglais, mais on pense au monétaire. Oui, c'est sûr, c'est le plus simple, hein. Un tel réclame tant, l'autre ne veut pas payer, puis quelque chose entre les deux va être le chiffre magique. Mais ça peut être des engagements. Je m'engage à faire ceci dans tel délai, ou je m'engage à arrêter de faire ceci, ou je m'engage à communiquer auprès de la collectivité des copropriétaires ceci, ou à ne plus communiquer auprès de la collectivité des copropriétaires cela. Où je m'engage à vous restituer tel document, tels éléments. Je reconnais, tout simplement, je reconnais quelque chose. Je reconnais que vous avez été heurté par ceci, ou je reconnais que vous avez subi un préjudice, ou je reconnais que vous subissez du bruit. Et je m'engage à arrêter de faire telle activité de telle heure à telle heure, ou de les faire plutôt dans telle pièce plutôt que dans telle autre. On rentre parfois dans des micro-détails que jamais la Cour ne pourra, ne pourra, euh, ne pourra suivre d'aussi près. Et surtout, à la fin de l'exercice, puisque les parties ont participé à élaborer ça, plutôt que de se faire dire c'est la loi, je dois la respecter, ils vont se faire dire c'est ce que j'ai convenu, je vais le respecter, ma parole, ma propre parole. Et je suis bien d'accord et je suis bien confortable avec ça. C'est complètement différent comme situation, comme position pour la partie. Donc, C'est sur les modalités aussi. On a une très grande latitude dans les modalités. Alors, quand vous allez pour un jugement, le jugement rentre, vous avez 30 jours pour payer ou pour faire ce que vous avez à faire. En matière d'entente et de médiation ou d'entente qui résulterait d'une médiation, bien, cette modalité-là d'exécution, elle peut être beaucoup plus étendue dans le temps. Alors, ça peut être une compensation sur des charges communes, ça peut être des paiements sur plusieurs mois, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent être envisagées au niveau des modalités d'exécution aussi d'une entente. ouais, tout à fait. Alors, écoutez, le dernier sujet, mais j'en ai un petit peu parlé, c'était la différence entre la médiation et l'arbitrage. Donc, bon, je vous en ai parlé, mais je veux juste souligner ce que j'ai déjà dit rapidement, c'est qu'il peut y avoir un processus, ce qu'on appelle de med-arb, médiation arbitrage, et c'est un peu ce que le législateur a prévu avec la réforme en cours du Québec, en disant il y a médiation obligatoire, et si la médiation obligatoire n'aboutit pas pour certains types de créances les plus basses, 5 000 $ et moins, bah, on s'en ira en arbitrage pour trancher ce qui n'a pas été tranché. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on peut régler partiellement puis s'en aller en arbitrage pour juste certains aspects. On peut tout à fait faire ça en copropriété dans le cadre d'une médiation privée où, comme je vous dis, on règle certains aspects, puis on s'en va en arbitrage pour le reste. Et ça peut, si les parties sont d'accord, être le même médiateur qui se transforme en arbitre pour juger ce qu'il en est. Il va juste devoir faire un exercice de ne pas tenir compte de ce qu'il a entendu dans le cadre de la médiation, donc c'est toujours un petit peu délicat. Encore récemment, on me donnait l'écho d'un dossier où ça avait été réglé partiellement, c'était parti en médiation pour la balance. Finalement, on a débuté l'arbitrage et ça s'est réglé sur le bout qui n'avait pas été réglé en cours d'arbitrage parce qu'on constatait bien avec la première preuve qui a été faite que ça n'allait nulle part. Donc finalement, ça s'est réglé en totalité alors qu'on avait réglé partiellement comme tel. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on avait à dire nous-mêmes, mais on serait curieux de vous entendre sur les questions que vous avez, puis d'essayer d'y répondre sur ce sujet. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions, mais je vous encourage fortement à soit écrire votre question dans le chat en bas, le Q&R, sinon de simplement lever la main si vous préférez prendre la parole.
Il était tellement clair, Clément, il n'y a pas de Ouais, question. c'est ça, hein. Ça qui arrive. Bon, Bon, C'est ces gens, rare. ces gens. C'est très rare des speed condos sans sans question. question. Ok. Alors, peut-être qu'on peut profiter des quelques minutes qu'on a devant nous pour vous parler des prochains événements. Le prochain speed condo, Julie, il n'est pas fixé encore. Non, encore. Alors, probablement que ça ira en 2024, on Exact. suppose, hein, la prochaine année. Donc, vous suivrez nos annonces à cet égard. Je vous invite quand même à vous abonner à notre infolettre également, là, via notre site internet de djclegal.com, où vous pourrez être tenu informé de tout ce qu'on offre, en fait, là, comme service. Vous recevrez notre journal où Clément vous parlera notamment de toutes les actualités de ce qui se passe dans les tribunaux, donc des jugements qui sont rendus de façon contemporaine là, en matière de copropriété. Vous pouvez aussi en tout temps poser vos questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, Julie, ben, on va vous souhaiter alors dans ce cas-là. Une petite dernière. Alors, c'est juste un commentaire. Oui. Toujours agréable à avoir. Merci beaucoup. Effectivement, très clair et encourageant. Bonne soirée. Bon, ben, parfait. Alors, sur ce beau mot, ben, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Oui, bonne soirée.